bienvenue à vous. Merci déjà d'avoir présenté vos superbes t-shirts, vos superbes créations. On va faire une partie Parlons Tech. Donc c'est une petite capsule où on va revenir sur une techno. Je pense que vous êtes un petit peu tous au courant des bouleversements liés à l'intelligence artificielle générative, des possibilités nombreuses et infinies. Aujourd'hui, en fait, l'IA, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'art, du cinéma, tous les milieux vont être plus ou moins bouleversés. Et l'idée, c'était de revenir aujourd'hui sur ce qu'allait pouvoir nous permettre l'IA dans la créativité. Donc l'IA au service de la créativité. Et pour parler de ça, j'ai invité des personnes merveilleuses. Alors Rémi Rostand, qui lui est malheureusement il n'a pas pu venir, il a eu un problème de train. Il aurait dû être là, mais il sera avec nous en visio, donc vous allez le voir en grand. J'ai Neila Romessa, qui est ici, qui va se présenter bientôt, qui est une artiste digitale, et Aurore Sovia, qui est une avocate spécialiste propriété intellectuelle. Et je te laisserai te présenter également. Et justement, alors comme c'est toi la dernière, Aurore, je te laisse te présenter rapidement. Voilà, c'est toi qui commences, j'ai décidé. Très bien, honneur aux femmes. Bonjour à tous, moi je suis avocate en propriété intellectuelle, numérique et données personnelles. Et donc j'ai une grosse partie de mon activité, et une activité en plein essor d'ailleurs, sur tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Et puis bien sûr à son sous-jacent, parce que en tout ça il y a toujours de la tech au sens pur, c'est-à-dire du code, du graphisme, voilà, un ensemble d'objets de droit qui tombent sous mon champ de compétences. Merci. Neila, je vais continuer avec toi. Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Neila, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui AI artiste, créative, donc je crée des visuels principalement pour les marques. Je suis nichée dans les domaines du luxe, de la mode et de la cosmétique, un peu de culture aussi. Aujourd'hui, je suis 100% indépendante en France, et je suis également représentée au Royaume-Uni et aux États-Unis par des agences qui représentent en fait des artistes IA. Donc tout est allé très vite. Voilà. Merci. Et Rémi, on va faire marcher la technique. Si tu peux te présenter rapidement. Vas-y. Alors désolé, j'ai un petit problème technique au niveau du train, donc j'aurais aimé être là avec vous. Pour me présenter, moi je suis Rémi, j'ai lancé un magazine mensuel francophone propulsé, assisté à 99% par l'IA. Donc le but du magazine, c'est de montrer un peu les possibilités, les contraintes, et voir ce qu'on peut faire avec l'IA au niveau visuel et au niveau technique. Super. Alors comme tu adresses ce sujet justement, est-ce que tu peux présenter un peu plus en détail ton magazine et donc ce que tu as voulu faire avec ce magazine? Oui, carrément. Donc ce magazine, j'ai pas voulu m'enfermer dans une structure, on va dire, très technique. J'ai voulu aborder un peu l'IA, mais dans différents aspects. Donc il y a 3 parties. Il y a une partie, on va parler un peu d'IA au niveau du tutoriel, on va apprendre un peu comment prompter, comment faire des visuels, comment tout ça fonctionne. Je fais également intervenir des personnalités d'IA. Donc ça va être des fondateurs de start-up, ça va être francophone ou international. Ensuite, on va montrer un peu les différentes initiatives marketing au niveau de l'IA. Donc là, on voit sur la capture, par exemple, on voit Valtorin, qui a été une campagne en novembre. Donc j'ai relayé la campagne et qui a été faite par IA. Ensuite, il y a une partie un peu plus cool où on va aborder l'IA dans la cuisine. Il y a un petit challenge culinaire où, par exemple, vous allez générer un plat et un plat tout de suite généré par IA, et le confronte avec le même plat, mais ciblé réellement par un chef. Et les lecteurs doivent choisir le plat le plus alléchant sans savoir qui a cuisiné quoi, donc l'IA ou le chef réel. Donc c'est des petits jeux pendant le magazine. Et ensuite, il y a une partie un peu satirique à la fin du magazine où on s'amuse un peu à pousser l'IA dans l'humour un peu satirique, etc. Et voilà, et notamment des experts comme Aurore qui est ici présente, qui ont des briques juridiques dans le magazine, parce que c'est encore un sujet assez chaud et un peu fou pour tout le monde. Donc elle éclaircit tout ça avec sa rubrique mensuelle. Merci. Donc juste pour bien comprendre ton parcours, le point de départ du magazine, ton idée de départ, c'était quoi? On parlait d'IA, mais ça reste quand même dans un domaine assez tech et assez technique et assez expert entre guillemets. J'ai apporté vraiment un format un peu cool et accessible à tout le monde, donc que ce soit pour les connaisseurs ou même les personnes qui créent l'œuvre. Le magazine, c'est le message, je vais vous dire ce qu'on peut faire avec
univers, voir un peu plus, aller voir un peu les thèmes que je rencontre avec l'IA, notamment les personnages avec qui voix, etc. C'est vraiment un peu calmé en ce moment. Et voilà, ça permet de montrer un peu les possibles et les D'accord, merci. Neila, je me tourne vers toi. Donc, toi, tu as un parcours plutôt littéraire. En fait, je voulais que tu nous dises un petit peu ce qui t'avait poussé à utiliser l'IA, nous raconter un petit peu ton parcours, ton histoire. Oui, alors moi j'ai fait des études en littérature comparée, donc une formation qui est en fait lettres, édition, médias audiovisuels, ce qui fait que j'ai principalement baigné dans le milieu de la littérature, mais finalement j'ai toujours un peu jonglé entre les mots et les images. Ce qui m'a poussé à commencer à faire de l'IA, en fait ça s'est fait assez naturellement, et ça a été après la publication de mon premier roman. J'ai voulu faire la promo de mon roman, et donc en fait avec ça j'ai créé des visuels pour promouvoir mon roman avec l'IA, ce qui a plutôt bien fonctionné. Et donc après ça, ça s'est fait très naturellement. J'ai commencé, je suis tombée dedans et je n'en suis plus ressortie. Oui, alors j'ai vu effectivement les images de ton roman, c'est super sympa. L'idée c'était de faire une espèce de storyboard en fait, de voir ce que ça donnerait en film. Donc comment est-ce que tu as commencé à faire de l'IA? Tu étais tombé dedans peut-être, mais tu as d'abord tâtonné sur différents logiciels, etc. Donc, oui, j'ai commencé un peu comme la majorité, donc avec Midjourney et DALL-E. Et en fait, progressivement, je voulais commencer à cerner la machine, à comprendre comment ça fonctionnait. Donc j'avais commencé avec des images assez basiques, comme par exemple des portraits de personnes connues, comme on en avait vu avec le pape, avec Donald Trump, etc. Et puis, en fait, ça a été un déclic pour moi, étant donné que j'étais en pleine promotion de mon roman à ce moment-là. Je me suis dit, OK, autant essayer de créer en fait des planches qui parlent de certains extraits de mon roman. Et donc, je les ai publiés. Et ça a fonctionné. Très bien, c'est très sympa. Je vous invite à aller regarder ça. Dans le métier d'avocat? Moi, j'ai commencé avec un master en propriété littéraire artistique, donc très droit d'auteur en fait. Et je suis d'un naturel hyper curieux. Et en fait, le droit d'auteur, on le sait assez peu, mais tout ce qui est logiciel et développement logiciel est protégé par le droit d'auteur. Donc en fait, j'y suis allée en imaginant que j'allais travailler essentiellement sur les œuvres graphiques et plastiques. Et puis très rapidement, je me suis retrouvée dans un cabinet où on travaillait pour des SS2I, des entreprises sur services numériques maintenant, comme on dit. Et en fait, la propriété intellectuelle est vraiment à la croisée de la création pure, au sens qu'on l'entend un peu classiquement avec du visuel, des images, de l'audiovisuel, de la musique, et à la croisée de la tech, c'est-à-dire le développement logiciel, maintenant les blockchains. Donc moi j'étais toujours très curieuse de ces sujets-là, et surtout je me suis rendu compte qu'il y avait un certain niveau de seniorité dans mon métier. Il y avait un peu deux branches d'avocats. Il y avait ceux qui se dirigeaient vers la propriété littéraire artistique, qui est assez peu lucrative parce qu'on travaille beaucoup pour la culture et des auteurs. C'est des milieux où il n'y a pas beaucoup de ressources. Et puis une autre qui se dirigeait, très masculine, qui se dirigeait vers la tech pure, où là on est à la croisée de l'investissement, des fintech, des medtech, et donc ce sont des domaines qui font assez peur aux femmes, je ne sais pas pourquoi en fait en réalité, et donc je me suis engouffrée dans cette branche, un par curiosité, et deux parce qu'en fait c'est là où ça avance le plus vite, c'est là où il y a le plus de besoins et où désormais il y a le plus de potentiel dossier pour nous en tant qu'avocats. Merci. Juste, je vais revenir sur Rémi, 2 minutes. Ton magazine, tu nous as dit qu'il était généré à 99% avec l'aide de l'IA. Je voulais comprendre, c'est quoi les 1% restants, et globalement comprendre ton processus créatif en fait. Donc, comme 99%, après, bon, on va pas se cacher, c'est un petit peu marketing, mais il y a quand même une grosse part générée par IA, c'est par IA, c'est sûr. Tout ce qui est texte et visuel, ça va être à peu près une dizaine d'IA différentes. Ensuite, le choix des thèmes, les rubriques, les interviews, etc., c'est quand même moi qui prends beaucoup, il y a pas remplacement, la mise en page également. Après, pour monter un magazine, bon, c'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué parce que je suis parti d'une page blanche. Et puis petit à petit, j'ai un peu écouté les retours des lecteurs, des
les gens d'IA également, savoir un peu ce que vous attendez du magazine, savoir ce qu'ils veulent bien voir dans le magazine. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça permet de structurer un peu mieux les derniers numéros, notamment avec l'arrivée d'Aurore sur la rubrique juridique, qui a beaucoup de questions autour de ça. Les gens voulaient aussi, les lecteurs voulaient également plus de tutoriels. Donc j'ai essayé d'enrichir un peu toute cette partie-là. Et à terme, c'est vrai que le magazine est amené à être vraiment un premier communautaire, c'est-à-dire qu'il essaie de ramener des artistes de l'IA d'abord francophones, et ensuite un peu l'étendre au niveau européen et américain. Voilà, le but c'est que le magazine vive, mais avec tout le monde en même temps. D'accord, merci. Donc tu parlais IA et je vais me retourner vers Aurore, juste pour savoir les problèmes que tu rencontres actuellement liés aux utilisations de l'IA. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Alors, les problèmes, en fait, les problèmes, ce sont ceux de mes clients et leurs questions, principalement, elles sont un peu de deux ordres. Il y a ceux qui sont éditeurs d'outils d'IA, qui se demandent sur quel fond entraîner leur IA sans être dans l'illégalité en droit français notamment et en droit européen. Sur comment garantir une absence de contrefaçon, de problèmes de parasitisme sur les résultats. Ça, c'est plus sur les éditeurs de l'outil. Et puis après, sur les utilisateurs, là, on a des vrais sujets. Alors d'une part, j'ai une partie de ma clientèle qui est une clientèle d'artistes, de photographes, de créateurs. Il y a ceux qui sont extrêmement friands de la technologie et qui s'y sont mis à cœur et à corps perdu et qui trouvent ça super, qui assimilent ça un peu au passage de l'argentique vers le numérique et qui voient ça comme un essor et un peu le futur de leur métier. Et puis il y a les réfractaires qui, eux, viennent plutôt me voir pour me dire comment je fais pour opt-out, pour essayer de faire en sorte que mes œuvres ne nourrissent pas les bases de données d'entraînement des IA. Et puis comment je fais lorsque je me rends compte que j'ai des cas de contrefaçon qui ressurgissent via certains grands comptes notamment qui se servent déjà beaucoup de l'IA, qui j'attaque, contre qui je me retourne, parce que si je dois aller chercher OpenAI aux États-Unis, j'ai pas les moyens. Est-ce que j'ai d'autres biais? Voilà, ça c'est pour les questions. Puis après j'ai d'autres questions sur les données personnelles. Qu'est-ce que je peux mettre dans l'IA? Et ça c'est plus des questions un petit peu de toutes les entreprises. Comment en interne on peut se servir des outils de manière sécurisée. Et là c'est plutôt de l'accompagnement sur mettre en place des sortes de chartes éthiques des outils, comme on en a pour se servir, je sais pas, d'Instagram dans l'entreprise. Avant on bloquait tout et puis personne n'avait accès à Facebook, Instagram, machin. Et en fait il faut vulgariser, expliquer, accompagner, et puis tout est possible après une fois qu'on a fait ça. Tu accompagnes concrètement des entreprises pour la mise en place je ne sais pas si l'on a utilisé ChatGPT chez BNP Paribas, par exemple, pour parler de nous. Potentiellement, dans ton travail, tu interviens. Ouais, l'idée, c'est de mettre en place... alors déjà, il y a un peu... moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est toute une partie, c'est ce qu'on fait avec Rémi dans LHC, c'est la vulgarisation. C'est qu'est-ce que l'outil, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment il est entraîné, comment il est nourri, comment il fonctionne. Et quand vous y mettez vos données, qui va les récupérer, qu'est-ce que ça peut générer comme problématique. Et une fois qu'on a expliqué ça, les gens sont vachement plus alertés et éclairés sur comment s'en servir de manière intelligente, parce que juste comprendre ce préalable-là permet de se dire « Ah bah ouais, mais là, je vais peut-être pas mettre mes résultats médicaux avec mon nom, mon prénom, mon bilan sanguin. » On ne sait jamais. Donc, en fait, ça passe par la vulgarisation et ensuite la phase 2, la sensibilisation et l'accompagnement sur des chartes d'entreprise. C'est un processus, en fait. Merci. Neila, juste, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure pour le coup, sur ton arrivée dans l'IA générative. Je sais que on en a parlé tout à l'heure, donc tu as un regard de photographe et j'aurais aimé comprendre en fait la manière dont tu utilises les outils et comment est-ce que le fait que tu aies ce regard de photographe impacte tes créations et comment est-ce que tu arrives à impacter tes créations. Alors, moi, la façon dont j'ai commencé à utiliser les outils d'IA générative, c'est d'abord par le fait de tâtonner et d'essayer de comprendre. Donc, je me suis formée toute seule. Et en fait, la formation, elle s'est faite de manière assez autonome. Beaucoup de nuits blanches, beaucoup d'entraînements intensifs pour essayer de comprendre, de cerner la machine, de communiquer avec. Et finalement, de la rendre... pour moi, aujourd'hui, je la vois un peu comme une partenaire. Je pense que pour essayer d'avoir des résultats qui se rapprochent un peu, par exemple, de la photographie,
je pense qu'il faut peut-être un peu de culture photographique. Ça, je pense que c'est quand même important. Et puis, il y a aussi peut-être un soupçon de... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, le fait d'être un peu geek sur les bords et en fait d'utiliser des serveurs, d'échanger avec des personnes. Moi, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai commencé à échanger avec des personnes qui étaient passionnées d'IA. On se partageait nos découvertes, nos explorations. Et donc, ça s'est fait assez progressivement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, toutes les réponses sont bonnes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais donc, si je comprends, tu dis il y a une communauté qui existe autour de ce milieu pour s'entraider et apprendre à progresser. Oui, il y a une communauté qui existe. Moi, je commençais à chercher un peu sur les réseaux sociaux principalement. J'ai commencé à trouver des serveurs et en fait, j'échangeais avec pas mal de personnes qui viennent de partout dans le monde, passionnés d'IA, passionnés de création. Et en fait, on s'échangeait tout plein de choses, des tips, les nouveautés. Étant donné qu'en fait, l'IA est en constante évolution, il faut forcément s'envoyer des choses pour essayer de ne rien rater, même si on rate toujours quelque chose. On essaie quand même de se tenir au courant et puis de partager aussi nos créations et ce qu'on imagine avec l'IA. C'est vrai que ça va très très vite. Alors je vais me retourner vers toi, Rémi. Donc, dans ton magazine, donc, il y a une rubrique tuto, effectivement. J'ai vu qu'aussi dans les premiers numéros, tu proposais l'intégralité des prompts, des images générées, mais de ce que tu m'as dit, ça te prenait trop de temps à faire, ce que je peux comprendre. Mais est-ce que donc, tu fais partie de ces communautés de personnes qui explorent et comment est-ce que tu fais progresser ton magazine en prenant en compte toutes ces nouveautés qui arrivent et comment est-ce que tu le transmets au lecteur en fait? On a de la chance en France d'avoir une communauté qui est collective. Je pense notamment à Genia, qui est basée sur Montpellier, qui est un peu une référence de mi-journée, une journée une IA qui permet de faire des visuels, qui milite beaucoup autour de ça. Donc c'est vrai qu'on a une chance ensemble d'avoir une communauté qui est encore un peu intime, un peu petite, mais c'est vrai qu'on partage beaucoup. Il y a des événements mensuels sur Paris sur lesquels c'est intéressant d'y participer parce qu'on rencontre pas mal de gens et il y a différentes approches, il y a différentes techniques, il y a différents outils qu'on découvre également. Donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur les newsletters qui sont présentes en France, qui sont très qualitatives, qui permettent d'être informé vraiment de ce qui se passe. Parce que faire de la veille actuellement autour de l'IA, c'est très très compliqué. On peut faire de la créa, faire le magazine à côté et faire de la veille, c'est un peu fort en ce moment, depuis à peu près 8 mois en tout cas. Et voilà, le but du magazine, c'est aussi de mettre ces personnages, ces experts-là au cœur du magazine pour apporter leur vision, leur tribune, leur avis sur tout ça, et leur technique. D'accord. Et est-ce que tu vois des limites dans ton cas, en tout cas, dans l'utilisation des IA? Alors, il y a 6 mois, je pense qu'il y avait un peu des limites au niveau visuel, parce qu'il y a quand même pas mal d'hallucinations. On appelle hallucinations, c'est des personnages à 3 bras, des choses un peu bizarres, etc. Ça s'est un peu calmé avec les différentes versions qui sont sorties depuis. Là où je me concentre un peu des contraintes et des limites, c'est au niveau du texte. Pour le moment, ChatGPT est très performant et très riche, etc. Mais sur des longs textes, il va avoir tendance à se répéter ou le texte va avoir un peu de redondance. Donc c'est des choses qui s'améliorent au fur et à mesure. Mais c'est un peu là où on pense un peu des difficultés pour avoir des textes très aérés. Et ça fait partie aussi du projet LHC, de montrer aussi les limites qu'on peut avoir. D'accord, merci. Alors Neila, je vais avoir un peu le même genre de questions pour toi sur justement comprendre ton processus créatif en tant qu'utilisatrice d'IA et est-ce que tu vois les avantages et les inconvénients de passer exclusivement par ces outils? Alors, j'ai 2 manières de procéder. En fait, tout dépend de si c'est pour une création personnelle ou si c'est pour une création qu'un client me demande, donc pour une marque. Pour une création personnelle, ça commence plutôt en dehors de tout serveur, tout modèle. Je le fais vraiment un peu de manière assez traditionnelle. Je prends un papier, un stylo, et en fait, je définis un peu tous les curseurs, toute l'histoire que j'ai envie de raconter, le concept. Et donc, parmi les curseurs, par exemple, ça peut aller des couleurs que j'ai envie d'utiliser à l'angle que j'ai envie de... par exemple, un angle de photo ou si j'ai envie de créer un concept assez surréaliste ou peut-être quelque chose de plus cinématographique. Et puis, par la suite, c'est là où la génération commence. Et donc, en fait, avec tous ces curseurs que j'ai, je vais commencer à construire mon prompt, à créer une espèce de une syntaxe pour essayer de voir en fait, si ça le fait ou non. Alors, bon, évidemment, il y a toujours un pourcentage d'aléatoire avec l'IA et puis aussi quelques hallucinations. Donc, soit on est agréablement surpris, soit on se dit « Ok, ça le fait pas » et on refait. Par contre, pour des marques qui ont un brief le plus souvent bien précis, là, c'est assez différent.
étant donné que finalement cette première étape que j'ai moi de conceptualiser, essayer de trouver quelque chose à raconter, etc., est généralement déjà faite. Tout dépend, mais la plupart du temps, en tout cas, c'est le cas. En fait, il y a déjà un brief qui est déjà, qui est bien précis, et généralement, les demandes sont quand même très poussées et parfois un peu farfelues, ce qui fait qu'on essaie de leur expliquer qu'avec l'IA, il n'y a pas tout qui est possible, on ne peut pas tout faire. Comme j'étais en train de t'expliquer tout à l'heure, Aurore, par exemple, j'ai une marque de lunettes qui m'a demandé de générer des images avec leur modèle de lunettes. Et donc, je leur ai expliqué qu'en fait, c'est impossible avec l'IA d'avoir les modèles de lunettes de la marque. Et donc, finalement, moi, j'ai ce process-là qui est quand même assez précis. Mais finalement, comme on en discutait aussi tout à l'heure, en fait, c'est quand même bien au moment où, en tout cas, j'ai des briefs clients, d'avoir des clients qui sont un minimum éduqués sur l'IA et qui savent que, par exemple, il ne faut pas être très contrôle fric, par exemple, et qu'il y a des limites à l'IA. Après, au niveau des inconvénients, finalement, j'en vois pas beaucoup, à part le fait qu'il faut juste que... du moment que la personne avec qui on échange est bien au courant qu'il y a assez de limites, je vois pas forcément d'inconvénients, je vois que des avantages. En réalité, ça fait un an que je travaille dans l'IA et je suis aux anges. Voilà. Merveilleux. Moi, j'ai juste un inconvénient que je vois, et ça, on a échangé avec Rémi sur les visuels qu'il proposait pour illustrer ma petite tribune juridique. Et je lui ai dit, est-ce qu'à un moment donné, parce que c'était des représentations, alors soit de femmes avocates, soit de machin, c'était pour illustrer, je pense, le côté juridique. Et c'était toujours une grande nénette, super mince, en talons de 10, cheveux raides. Je me sentais pas méga représentée personnellement. Et puis en plus, là, par exemple, on a fait une tribune sur le revenge porn. Et donc il y avait une dame devant un policier, le mâle blanc, beau gosse, hyper costaud, et puis la nénette toute fragile. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut pas, je sais pas, juste mettre une flic noire en face d'une nana qui soit pas en talons de 12. Et donc ça, pour le coup, c'est vrai que, à mon sens, c'est un peu le biais des IA, c'est que là, mon stagiaire fait des visuels pour illustrer mes posts LinkedIn et il essayait d'avoir une représentativité autre, et il demande une femme grosse, et GPT-4 lui répond c'est contraire à mes principes, comme si grosse était un gros mot. Donc voilà, pour moi, le biais éthique et sur la représentativité, on a un vrai sujet là-dessus. Alors ça, pour l'histoire, je suis entièrement d'accord. J'avais généré une vidéo il y a quelques temps sur une conférence sur les IA génératives, et l'objectif était de générer une informaticienne. Et effectivement, je me retrouve dans ce que tu dis, quoi, pour avoir une fille, je vais dire normale entre guillemets, qu'on peut rencontrer. J'ai pas réussi. J'ai eu que des canons de beauté, super maquillée, super belle. Et j'ai essayé de l'enlaidir, c'est pas le mot, mais en tout cas de la rendre plus naturel, et j'ai pas réussi, donc j'ai fini par faire la vidéo avec ce que j'avais dans la main, et c'est vraiment pas évident, quoi. Ça accentue nos biais de représentativité sociétale, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens blancs, beaucoup de cheveux raides, beaucoup de police, beaucoup de gens minces, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Si vous tapez avocat sur ChatGPT, vous aurez jamais une femme qui va sortir, jamais. Et je pense que si on met informaticien, ingénieur, on aura le même biais. Même problème. Je pense, si je peux ajouter quelque chose, alors moi j'utilise plus du tout l'IA générative d'images de ChatGPT. Parce que c'est pas du tout quelque chose que j'utilise moi, et puis l'esthétique ne convient pas trop à ce que j'ai l'habitude de créer. Mais ce que j'ai remarqué par exemple sur Midjourney et sur Stable Diffusion notamment, c'est qu'en fait plus on utilise l'IA, plus finalement elle s'habitue à ce qu'on lui demande. Et finalement si moi aujourd'hui maintenant je vais aller sur Midjourney et que je vais lui demander une femme, il ne va pas forcément me donner les réglages par défaut. Ce qui fait que finalement au fil de l'entraînement, l'IA quelque part comprend. Ouais, c'est ça. On l'éduque. Voilà, c'est ça. Donc alors ça, je suppose que c'est sur les versions payantes. Oui. Oui. Je suis obligée de prendre la plus grosse version. Pas de souci. Aurore, juste, j'avais une question sur alors les créateurs, ceux qui utilisent de l'IA. Est-ce qu'ils ont des droits sur ces créations générées par IA générative, ou est-ce que ça appartient à... Oui. C'est mon grand combat. Notamment quand j'ai rencontré Rémi, je lui ai dit, tu peux pas dire que ton magazine il est 99% généré par IA, parce qu'en fait, c'est trompeur. C'est marketingement sexy, peut-être, mais c'est trompeur sur... je dis, si demain ton magazine marche et qu'il est contrefait,
en termes d'image, en termes de concept, en termes de droits de propriété intellectuelle sur l'œuvre globale, tu risques d'avoir un sujet à avoir trop dit que tu n'avais pas participé au processus créatif. Et moi, ce que j'observe dans les créateurs que j'accompagne, c'est qu'en général, mais comme le dit très bien Neyla, c'est que moi, j'aurai jamais un résultat comme Neyla parce que je ne suis pas photographe, donc je suis incapable de faire un prompt de professionnel de la photographie, de professionnel de l'art. Et donc, ça demande, le prompt demande une compétence technique qui permet ensuite d'avoir un processus itératif qui ensuite génère un résultat qui parfois donne lieu, même très très souvent, à de la post-production. Donc en fait, tout ce processus-là, c'est le même processus qu'ont les photographes ou qu'ont les designers dans le monde sans IA. Et donc c'est un processus vraiment créatif. Donc vous êtes en mesure de démontrer que vous avez fait des choix artistiques qui témoignent de l'empreinte de votre personnalité, qui donc permettent de qualifier une œuvre originale au sens du droit d'auteur. Donc la réponse est vraiment oui. Et pour les auteurs qui essayent un peu de surfer sur la vague de l'IA en disant que c'est 100% powered by IA, attention, parce que demain, quand vous serez contrefait, on vous l'opposera, ça. Donc il faut quand même faire attention au vocabulaire qu'on utilise quand on parle de ces créations. Merci. Donc Rémi, tu as entendu le message. Ta baseline, il faut la changer. Et pour revenir vers ton magazine, moi je voulais, alors tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voulais que tu nous dises la réception générale de ton magazine. Est-ce qu'on t'a reproché que ce soit justement généré alors à 99% ou non par IA, ou est-ce que globalement ça a été bien reçu? Non, globalement, ça a été très bien reçu de par les passionnés de l'IA, forcément, la communauté était bienveillante et super bien accueillie le magazine. J'ai eu c'est très tendu, j'ai eu 2-3 critiques de la presse, mais je pense que bon, c'est attendu, hein, forcément, il y a un peu de crainte encore autour de tout ça. Mais globalement, non, je m'attendais un peu plus de personnes critiques ou autres, mais pas tant que ça, donc c'est plutôt bien accueilli. Et je pense que maintenant, les gens commencent à comprendre comment les outils fonctionnent, un peu les problématiques qu'on peut rencontrer ou autre. Donc non, ça va évoluer dans le bon sens dans tous les cas, donc bon, agréablement surpris en tout cas. D'accord, merci. Alors Neyla, j'ai pareil, un peu la même question. Donc, alors je voulais savoir, tu en as pareil, un peu parlé tout à l'heure des clients du luxe, mais je voulais savoir un peu quels sont tes clients actuellement et globalement, donc comment est-ce que sont reçues tes créations? Est-ce que tu pourrais être confronté aux détracteurs qui vont te dire ouais, si tu l'as fait par IA, c'est pas toi qui l'as créé, tout le monde peut le faire? Alors d'abord pour commencer, mes clients, je travaille principalement avec des marques en direct, donc des annonceurs en direct, ou sinon la plupart du temps je travaille aussi avec des agences, que ce soit des agences de publicité ou de production. Et donc en fait, si c'est des marques en direct, alors généralement j'ai aussi le rôle un peu je fais un peu de direction artistique en plus de l'IA, alors que la plupart du temps avec les agences ils ont déjà un DA en interne. Et donc, en fait, je ne travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, que sur des sujets qui m'intéressent et qui sont dans ma niche. Donc, des marques de luxe, des marques de beauté, de cosmétiques, de mode, et puis un peu de projets culturels de temps en temps. Et en ce qui concerne en fait, la manière dont sont reçues mes créations, elles sont plutôt bien reçues. Après... est-ce que je suis confrontée à des personnes qui me disent que, par exemple, l'artistia, etc. Oui, beaucoup. Mais en réalité, je me sens pas vraiment confrontée parce que je n'ai pas envie d'être confrontée. En fait, je suis assez indifférente vis-à- y de ça. Parce que je me dis qu'en fait, il y a eu les peintres, il y a eu les photographes, il y a eu les artistes plasticiens, il y a eu les artistes numériques. Et aujourd'hui, il y a les artistes IA. Faut vivre avec son temps, que vous le vouliez ou non. Alors, donc voilà, je savais pertinemment qu'il allait y avoir des personnes qui seraient pas forcément d'accord et qui, c'est un sujet quand même qui est assez controversé en tout cas en ce moment. Donc bon, je sais pas si je peux les comprendre, mais je comprends qu'il y en ait. Donc voilà. Alors, juste pour dire, moi je ne connaissais pas beaucoup ton travail avant qu'on se rencontre et je suis complètement fan. Donc je vous invite à aller voir son Instagram. Merci. Qui est merveilleux. Et je te rejoins, c'est effectivement dans l'air du temps, il faut savoir avancer avec ça. Et, il va falloir, voilà, il n'y a plus le choix. Oui, alors il y a le choix. Il y a le choix de choisir ce qu'on veut faire en tout cas. Moi par exemple, je suis très mauvais en IA, je fais que du fait main.
Aurore, j'avais une question. Donc, on a parlé IA générative depuis le début. Je voulais avoir ton point de vue sur la responsabilité juridique des IA au sens large. Donc, on a tous entendu parler des exemples de voitures automatiques qui conduisent toutes seules et savoir si elles doivent écraser un enfant qui est responsable, la voiture, l'ingénieur, la marque. Comprendre un petit peu cette responsabilité juridique des intelligences artificielles. Ça, c'est toujours la même problématique qu'on parle de toute façon d'une IA comme Midjourney qu'on utilise pour faire des images. Et dans l'hypothèse où on arrivera à une image qui est contrefaisante ou une voiture qu'on utilise qui serait plus conduite par un chauffeur mais par une IA et qu'on utiliserait mal, à la fin, on se retrouve toujours sur quelles sont les conditions générales de vente de la personne qui met à disposition l'outil. Et pour les avoir toutes lues, si vous allez lire les CGV de Midjourney, de Stable Diffusion, d'OpenAI, elles prévoient toutes une exonération de responsabilité en cas de problématique de contrefaçon, de concurrence déloyale. Sur les voitures, on n'a pas encore la problématique, mais je pense que ce sera la même chose. Et puis c'est un peu ce que prévoit déjà, là si on a une Tesla électrique, il y avait eu un cas il n'y a pas longtemps qui a foncé, qui ne répondait plus. La question à la fin, c'est est-ce qu'on est sur un vice caché du produit ou est-ce qu'on est sur une mauvaise utilisation? Et si on est sur une mauvaise utilisation, le fabricant, dans tous les cas, il aura prévu dans ses CGV qu'il exonère sa responsabilité. Jusqu'où ça fonctionne, ce sera une question, mais ce sera une question qu'on pourra avoir seulement dans un débat judiciaire. Et en France, on n'en est pas là. Aux États-Unis, il y a quelques contentieux qui émergent. En France, on n'en est pas là. Aux États-Unis, effectivement, il y a déjà, on rencontre beaucoup de voitures autonomes qui circulent dans les grandes villes, en tout cas, que ce soit San Francisco ou Las Vegas, elles tournent dans les villes. Donc je suppose que ces problématiques, ces questions ont déjà été posées, parce qu'il y a déjà eu des accidents. C'est toujours une question d'identifier est-ce que c'est un vice caché, qui est à l'origine de la faute en fait. Mais c'est les mêmes questions qu'on se pose sur des voitures électriques non assistées par IA. Est-ce que c'est une défaillance électrique, technique, ou est-ce que c'est une défaillance d'usage? Et quand on se sert d'un outil IA, maintenant ils essayent quand même de mettre des filtres, par exemple, sur si je veux une œuvre type op art et que je mets du Vasarely, ils vont me dire je ne peux pas te sortir une œuvre Vasarely. Par contre, si je mets une œuvre type op art, ils vont mettre un truc à la manière de Vasarely. Donc en fait, ce sont des moyens de contourner les filtres qui sont mis. Et dans ce cas, peut-être à raison quand même, l'éditeur de l'outil va vous dire tu essayes de détourner mon outil pour violer des droits de propriété intellectuelle, tu le fais à dessein, donc tu es responsable. Et ça, c'est des débats qu'on aura forcément. D'accord. Et alors, juste pour continuer, est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de tech que tu rencontres tous les jours, autres que les IA génératives, ça, je sais pas, le Web3, les NFT, des choses comme ça? Alors, il y a eu là sur les 2 dernières années, il y a eu le bear market, ça s'est bien calmé. Moi je suis très curieuse de tech, donc j'avais eu mes premières cryptos il y a quelques années, mais j'avais pas de point de convergence avec tout ce qui est propriété intellectuelle et mes matières jusqu'à il y a 2 ans, quand il y a eu l'essor des NFT, les collections d'art. Et là, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Puis le marché des cryptos s'est effondré, et donc avec lui, beaucoup de projets NFT. Mais il reste quand même maintenant des projets où on ne parle plus vraiment de NFT. C'est des sous-jacents qui sont des sous-jacents blockchain, qui sont souvent mélangés d'ailleurs avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et le but, parfois, j'ai un client par exemple qui travaille sur une blockchain qu'on appelle de consortium, donc c'est une blockchain privée qui est fermée entre plusieurs acteurs pharma qui veulent s'échanger des données tout en traçant qui y a accès, comment, à quel moment. Et donc en fait, faire ces blockchains fermées permet d'avoir un registre donc c'est des NFT, des contrats intelligents, d'avoir des registres des demandes, qui a accès sur quoi, à quel moment, tout en mettant de l'IA au milieu pour aller chercher le plus intéressant dans les bases de données de chacun, et tout en ayant un écosystème complètement fermé et quasiment inviolable, parce qu'on est sur des blockchains type proof of work, donc qui sont très énergivores, mais qui ont l'avantage d'être difficiles à... D'être sécurisés, très sécurisés. D'accord, merci. Alors, on arrive à la fin, donc Neila, je vais me tourner vers toi. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la suite pour toi et un mot de la fin, si tu veux? La suite pour moi, c'est vraiment de continuer à créer. En fait, si je peux juste ajouter quelque chose, c'est que quand je suis tombée dans le monde de l'IA générative, en fait, je me suis rendu compte que c'était une pièce manquante à mon puzzle créatif. Et en fait, là, depuis 1 an, je fais ça et je me sens très épanouie de le faire.
de travailler sur tout plein de projets assez différents. Donc avant ça, en fait, je faisais de la conception-rédaction. Et en fait, j'ai l'impression que je suis un peu témoin de cette disruption, parce que finalement, l'IA est venue, elle a bousculé tous mes process, tous les codes que j'avais avant. Et en fait, c'est comme si c'était une sorte de renouveau, ou du moins de semi-renouveau, parce que je suis restée quand même dans ma niche. Et c'est comme si je repartais de zéro, et finalement, ça fait beaucoup de bien. Après, je ne sais pas quel est le futur avec l'IA générative, donc je ne sais pas trop, j'essaie de profiter au maximum. Mais voilà, la suite, c'est de créer, de travailler sur plus de projets, en espérant qu'il y ait encore plus de marques qui veulent utiliser l'IA générative pour des projets destinés au grand public. Merci, je te le souhaite. Rémi, si tu peux pareil, donc pour toi la suite de ton magazine et éventuellement un petit dernier mot. La suite du magazine, c'est de proposer un format papier tous les mois. Il y a deux qui sont signés sur 6 éditions. Donc, la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, c'est de traduire en anglais pour toucher des lecteurs un peu partout. Et la troisième priorité, c'est de proposer à des entreprises de générer des magazines carte blanche, c'est-à-dire de faire tout le travail par IA et de proposer après des magazines sur mesure pour différentes activités ou entreprises ou autres. Et de toujours continuer à créer et prendre plaisir à le faire d'une certaine manière. D'accord, merci. Et Aurore, la même question pour toi. Moi, de toute façon, l'IA, j'y resterai tant que j'aurai des clients dans l'IA, donc c'est pas tant moi qui choisis de l'évolution, mais par contre, mon combat dans le développement de l'IA, c'est surtout, et ça rejoint un peu l'esprit de ce collectif, et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est de vulgariser, surtout auprès d'un public féminin, parce que j'ai beaucoup d'artistes femmes autour de moi, et j'en ai beaucoup qui sont très réfractaires à l'innovation d'une manière générale, parce qu'on a un biais, qui est un biais très sociétal, parce que innovation égale tech égale science, et que les femmes, très rapidement, se considèrent comme incompétentes dans le domaine des sciences. Et c'est hyper dommage parce que pour les artistes qui se penchent rapidement sur ces sujets-là, on n'a pas besoin d'avoir fait Maths Sup Maths P pour pouvoir se servir de ces outils qui ne sont que des outils. Et il y a un champ énorme de potentiel, de travail, d'évolution professionnelle, de reconversion. Et vraiment, moi, le but, c'est d'essayer de les accompagner, de vulgariser au maximum pour qu'elles n'aient pas peur du jargon et qu'elles essayent d'y aller, en fait, parce qu'on ne devrait pas se fermer ces portes-là. C'est un petit peu le message qu'on essaie de porter aussi depuis plusieurs années. Donc merci. Alors, je me retourne vers vous. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. On vous passe un micro. Bonjour, j'avais une question pour Neila en fait par rapport à donc tu utilises beaucoup d'IA, excuse-moi je tutoie tout le monde, beaucoup d'IA pour faire tes créations. Est-ce que tu le dis clairement que c'est fait avec de l'IA? Parce que c'est ça en fait, je pense qu'il y a la vraie question. À partir du moment, parce qu'à mon sens, à partir du moment où c'est affiché, c'est plus un souci. Mais est-ce que toi, par exemple, c'est vraiment fait avec de l'IA ou pas? Moi, comme mon LinkedIn, comme sur mon Instagram, comme sur mon portfolio, c'est écrit déjà AI artist, ce qui fait que l'IA est directement mentionnée. Et justement, Aurore qui en parlait tout à l'heure, en fait, c'est vrai que moi, j'écris par exemple 100% AI powered, mais par contre, je rajoute by me, ce qui fait que j'explique bien que c'est de l'IA et j'ai toujours donné de l'importance à cette transparence-là. Donc, depuis le départ, j'ai toujours précisé que c'était de l'IA. Je vais bien poser une question à vous deux en fait. Au départ, par rapport à la création. Là, on voit des créations que vous proposez à des entreprises, donc vous êtes plutôt comme une agence créative. Est-ce que vous allez vers l'art aussi? Est-ce que vous avez un 20-80 ou qui vous permet de faire 20% d'art, c'est-à-dire des œuvres qui soient plutôt dans le monde artistique, sans être péjoratif par rapport à ce que vous faites pour les entreprises? Si c'est en fait, c'est pas vraiment ça. Moi, comment j'ai commencé à créer des concepts visuels avec l'IA pour nourrir mon propre portfolio. Et en fait, par le biais de ce portfolio-là, il y a des clients qui me contactent, mais avec des briefs bien précis. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas vraiment de l'achat d'art qu'ils viennent faire, mais plutôt me dire, OK, on a vu ce que tu fais avec l'intelligence artificielle, on aimerait bien que tu crées ceci ou cela. Et sinon, pour ce qui est de l'art, non, je n'ai jamais voulu, par exemple, vendre ou commercialiser des visuels que je faisais avec de l'IA. Pour moi, les visuels que je crée
du moins pour le moment, en tout cas, je m'imagine pas du tout le faire. Je les crée vraiment pour moi, pour de la pure exploration. Voilà. Et si je peux juste dire quelque chose sur ce qu'est l'art, en fait, tout est art. La phrase toute faite, pardon, c'est pas du tout ça, mais en fait, c'est pas parce que tu crées quelque chose sur la base d'un brief qu'on aura le même résultat avec un autre artiste avec le même brief. Et en fait, chaque processus créatif donne lieu à des choix créatifs qui sont liés à ta personnalité, à ta volonté. Et en fait, c'est l'ensemble de ces choix créatifs qui, en droit d'auteur, caractérise ce qui est l'empreinte de ta personnalité et donc ton œuvre. Et c'est pour ça qu'une œuvre en droit français, sauf un cas exceptionnel de ce qu'on appelle les œuvres collectives, mais les œuvres en droit français naissent toujours sur la tête d'une personne physique parce que ça n'existe pas sans l'empreinte de la personnalité d'un être humain, en fait. Donc ce que tu fais déjà, c'est de l'art, sans qu'on ait besoin de l'appeler comme ça avec quelque chose d'un grand A, en fait. Et c'est ainsi qu'Aurore devint l'avocate de Neyla. Il y a une autre question. Ben oui, c'était la même. Tu t'en poses une autre, t'es puni. Alors, je vais poser la même, si c'est la même réponse. Non, moi, ma question, c'était justement pour savoir si tes clients justement savaient que tu allais utiliser l'IA. Tu as répondu. Oui. Est-ce qu'il y a des moments, mis à part les lunettes, où tu t'es dit, en fait, l'IA ne me sert à rien, là, je vais passer par ma propre créativité? Non, parce que tous les visuels que je crée, je les crée avec... C'est ce que j'ai vu sur ton Insta, c'est pour ça. Ouais. Mais est-ce que parfois tu te dis, bon, maintenant, en fait, là, l'IA va me servir à rien, ou pas, ou à chaque fois tu t'en sers? Non, en fait... Tu continues de créer par... du moment que je collabore ou que je travaille avec des clients, les clients savent pertinemment que ça va être de l'IA. Ah ouais, okay. Ce qui fait qu'il peut y avoir... En fait, il y aura toujours... La base sera toujours créée avec de l'IA, ce qui fait que le visuel sera créé avec de l'IA. Après, bien évidemment, par la suite, en post-prod, on peut ajouter de la retouche un peu traditionnelle comme du Photoshop, pour cleaner, pour faire de la chromie, pour rajouter des logos, faire de l'intégration, même de l'intégration produit. Mais sinon... ce n'est que je ne crée qu'avec l'IA, donc en fait j'utilise l'IA quotidiennement. Ça marche. Voilà. C'était un peu la même question, mais j'ai été forcée. Mais c'est bien, merci. S'il y a d'autres questions. Merci Eric. Bénédicte, tu as une question? Pas du tout. Tant pis. Moi j'ai une question pour les professeurs qui sont là. Je voulais savoir, est-ce que dans les cours vous intégrez justement l'IA? Est-ce que vous apprenez aux élèves et dans quelle mesure vous le faites Alors oui, on l'intègre en sensibilisant, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir à qui on parle de l'IA, et c'est vrai que dans la tête d'étudiants aujourd'hui, il y a un côté, ils n'ont pas encore le recul et, j'allais dire l'intelligence pour le coup, c'est le cas de le dire, pour savoir s'en servir à bon escient pour que ce soit constructif, parce que si on prend une réflexion de base sur laquelle on doit évidemment rester vigilant, c'est cool, il y a cet outil-là pour faire la prod à la fin si j'ai pas envie de la faire moi-même. C'est traduit comme ça. Sauf qu'évidemment, dans une formation, et je parle pour le design graphique, quand on arrive en première année où, évidemment, les fondamentaux, ça va être le dessin d'observation, la capacité d'analyser une forme, le travail de la couleur, l'apprentissage logiciel, Photoshop, InDesign, Illustrator, l'apprentissage de la direction artistique, de savoir créer des dossiers de conception, des mots-clés, des concepts, etc. L'expérimentation. L'IA, maintenant, on l'intègre dans les cours ou dans des workshops où c'est souvent en plus du reste, c'est-à-dire par exemple motion design et intelligence artificielle, édition et intelligence artificielle. Pour bien distinguer, et en fait, nous, en tant qu'enseignants et accompagnants dans les métiers du design graphique, on se doit de les sensibiliser et surtout pas de déplacer en fait l'endroit où eux pensent utiliser l'IA. C'est-à-dire que l'IA, pour nous, on doit le mettre au milieu du processus et que dans le cadre d'une école, après ils en feront bien ce qu'ils veulent, mais dans le cadre de l'apprentissage, il faut que ce soit au milieu. Il faut qu'on leur fasse comprendre que c'est un outil comme un autre, au même titre que sortir leur crayon, aller chercher des références dans les musées, prendre un bouquin, chercher des citations, des mots-clés. C'est juste un outil qui est arrivé en plus. Mais ça ne remplace pas, à la fin, ça ne doit pas intégralement dissimuler ce qu'on attend, en tout cas de l'étudiant, dans le cadre d'une évaluation et d'une progression d'acquis à 360. Sinon, sinon, à ce moment-là, on arrête tout et tout le monde, personne n'est designer, donc tout le monde est designer graphique. Enfin, voilà, ça serait ça. Donc, il faut
on se doit de leur montrer l'intérêt, mais qu'ils le placent, eux, dans leur apprentissage au bon endroit. D'accord, merci. Ariel, je ne sais pas si... D'accord. Parler dans le micro. Du coup, tu parles... Enfin, je te tutoie aussi. Tu parles beaucoup de l'IA dans les images, mais tu viens de la rédac. Et là, est-ce que tu l'as utilisé, l'IA, pour t'aider, pour des textes ? Comme je l'ai dit tout à l'heure vis-à-vis de mon process, je passe d'abord par un carnet, du papier et du stylo. Et donc, en fait, j'ai envie de raconter une histoire. Donc, finalement, cette histoire-là, je la raconte sur papier pour ensuite la créer visuellement. Et donc, finalement, vu que j'ai toujours baigné entre les mots et les images, c'est pour ça que c'était la partie manquante de mon puzzle, parce que finalement, j'allie les deux avec l'IA. Voilà, donc c'est ça. Donc, il faut bien qu'il y ait les deux. Enfin, nous, c'est un peu ça qu'on va transmettre. Pas forcément. Moi, j'ai rencontré quelques autres artistes. Et en fait, il y a tout plein de profils assez différents. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout fait, par exemple, d'études. En fait, pour moi, la littérature, ce que j'ai fait, en tout cas les études que j'ai fait, c'est une forme d'expression, un peu comme on s'exprime aussi par le biais de l'art visuel, de l'image, etc. Donc en fait, c'est des formes d'art. Alors que je connais des artistes IA qui n'ont pas du tout eu de formation créative, ce qui fait que ni à travers les mots, ni dans les mots, ni dans les images. Et pourtant, c'est des personnes qui créent de très jolies choses. Donc en fait, je pense que ça dépend vraiment. Je pense qu'il n'y a pas un profil type qui va aller utiliser l'IA. Mais moi, en tout cas, selon moi, je pense qu'il faut être peut-être un tout petit peu geek, qu'il faut être... d'accord pour utiliser par exemple des serveurs comme ceux de Discord, parce que finalement Midjourney on l'utilise sur Discord, et Stable Diffusion a une utilisation aussi qui est quand même assez particulière. Et donc je pense qu'il faut peut-être un peu de tout, mais qu'il faut surtout être passionné de création. Et puis après, tout dépendra de la volonté aussi, et de comprendre la manière dont on utilise les machines. Mais je pense qu'il n'y a pas de profil type. Oui, mais c'est ça. C'est vrai que ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimée, mais c'est de ne pas s'arrêter en fait à la première idée. Souvent, c'est ce qu'on dit, nous, aux étudiants, parce qu'on peut se dire, tiens, j'ai une super idée tout de suite. Et c'est un peu les idées, finalement, on va se rendre compte, qui apparaissent très vite un peu partout dans le monde. Donc, les IA, ça peut être aussi un moyen de se dire, tiens, qu'est-ce qui sort en premier ? Comme, par exemple, si on pense à une avocate grande à talons et tout ça, et comment moi, avec mon œil, avec ma vision, j'en fais autre chose et je vais plus loin et je la fais travailler, cette IA. Et comme tu disais tout à l'heure, on peut la faire évoluer en lui demandant des choses. En fait, c'est un outil qu'on peut faire grandir aussi avec la réflexion qu'on a derrière. Et ça... Oui, pour des projets personnels, oui. Mais par exemple, moi qui suis confrontée à des briefs qui sont bel et bien précis, on ne va pas dire à la marque, en fait, finalement, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'explorer ceci, j'ai envie d'explorer cela. Et donc, c'est finalement le challenge est finalement là. Au moment où il y a une marque qui vient et qui a envie de raconter une histoire et qui est quand même assez précise, qui est certes consciente qu'il peut y avoir quelques changements qu'on pourrait même éventuellement modifier en post-prod, il faut qu'on lui délivre ce que la marque a demandé, quoi. Donc, pour des projets personnels, évidemment, on peut carrément explorer, et c'est d'ailleurs ce que je fais, et j'adore faire ça. Mais c'est vrai qu'en fait, le vrai challenge de l'IA et des personnes qui créent avec l'IA et qui veulent justement en faire leur métier, c'est surtout de savoir répondre à un brief. Après, j'avais une question toute pratico-pratique. Mais est-ce que tu as des noms du coup d'agences comme toi, d'artistes IA ? Parce que j'en connais pour des illustrateurs, pour des photographes, pour des modèles. Mais pour des artistes de l'IA, j'ai pas de noms qui me viennent. Rémi en connaît plein. Oui, Rémi doit en connaître. Sinon, moi, je suis représentée par une agence, mais plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et en fait, l'agence s'appelle SOW, et en fait, donc SOWW. Et en fait, c'est une agence qui représente surtout les créatifs et qui, depuis quelques mois maintenant, a commencé à représenter des talents IA. Et moi, j'ai décidé en fait d'être représentée par cette agence parce que finalement, j'ai déjà une base finalement de clientèle en France, donc ça m'intéressait pas. Mais surtout, ce qui m'intéressait plutôt, c'était de pouvoir m'élargir, élargir les horizons, quoi, à l'international. Rémi, si tu peux en donner 2-3 autres en France, peut-être. Il y a une initiative qui s'appelle Détroit, qui est basée à Paris, où ils ont à peu près, je crois, 5 ou 6 artistes
Et ensuite, il y a des agences de communication de type Fred & Farid, qui vont monter un collectif spécial IA. Donc il y a des initiatives qui sont en train d'être mises en place en France, du moins, et à l'étranger, forcément, il y a des agences à peu près similaires. Merci. Une autre question? Moi aussi. Vas-y. J'ai une question. Ton prompt, tu le fais en anglais ou en français, ou bien tu as une préférence ou... Alors, j'écris mes prompts en anglais, oui. C'est bon à savoir. Alors moi, je lui ai toujours parlé en anglais. Voilà. Ouais, c'est devenu mon ami, là, la machine, donc je lui parle. Mais ça a toujours été en anglais, en fait, étant donné que... pour moi, ça a été assez logique. Je me suis dit que l'anglais, c'est très utilisé, c'est universel quand même, et donc ça a été vraiment très logique pour moi d'utiliser des termes full en anglais, quoi. Moi, j'avais une question, je reviens vers l'art. Excusez-moi, hein, j'insiste. C'est simplement que je trouve qu'il y a un delta entre répondre à un brief, faire un prompt pour avoir un résultat, et le domaine de l'art où, pour moi, c'est l'imagination. C'est comme ceux qui dessinent ou qui peignent. Parce que moi, je dis tout le temps, l'IA est le nouveau pinceau de la création d'aujourd'hui. Mais il y a, quand je parle de ça, c'est qu'il y a l'imagination derrière et pas simplement le résultat d'un besoin ou d'une demande. Déjà, le brief, il peut être créatif, lui en lui-même. Souvent, les gens qui travaillent sur le brief, ils ont réfléchi au rendu qu'ils voulaient avoir. Et ensuite, malheureusement, ce que vous dites là, c'est un petit peu pas, en tout cas, le reflet de la jurisprudence. Par exemple, si je fais l'analogie avec ce qu'on appelle les photos packshot, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce sont les photographies de produits de shampoing. Par exemple, vous êtes chez L'Oréal, les bouteilles, elles sèvent. Il y a des photographes qui font des photos packshot. Et il y a un grand volet jurisprudentiel sur est-ce que ces photos packshot-là peuvent ou pas donner lieu à des droits d'auteur. Et la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend si, en amont du shooting, le photographe a préparé son shooting pour que la bouteille ait l'air comme ci, comme ça. Si pendant le shooting, il a mis l'éclairage par en haut. En fait, ça dépend s'il est capable de démontrer, pendant tout le processus de création de la photographie, un ensemble de choix créatifs. Et c'est pas parce qu'on a à la fin juste la photo d'une bouteille de shampoing L'Oréal machin que on n'est pas sur une photographie, on est sur une photographie qui est dénuée de droits d'auteur. Donc en réalité, c'est pas une question d'imagination, c'est une question de pouvoir démontrer des choix artistiques faits en âme et conscience par une personne physique pour arriver à un résultat précis. D'accord, moi je dis ça parce que de plus en plus, moi en tout cas je le vois parce que c'est quelque chose que j'adore suivre, on voit que l'art, à travers l'intelligence artificielle ou l'IA à travers l'art, rentre maintenant dans les musées. Mmh. Donc il y a une vraie connotation de création imaginaire et non pas de... je ne sais pas, Rémi, je vois que vous faites oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est différent de ce que l'on demande à quelqu'un pour la création. Mais si je peux ajouter quelque chose, avant de travailler sur des projets où des agences me donnaient des briefs, j'ai d'abord créé des images par moi-même, et donc finalement, en fait, il y a quand même un mix entre les deux, mais pour moi, ça reste, comme le dit Aurore, un brief créatif. Ce qui fait que... donne lieu à de la DA d'ailleurs, oui. Que tu fais parfois. Oui, donc finalement il y a de la direction artistique dedans. Non, sans aucun souci là-dessus. Mais vous suivez une comment dire, oui, mais que ce soit une œuvre de... En fait, ça s'appelle une œuvre de commande, mais que ce soit une œuvre de commande ou une œuvre de pas commande, à la fin, oui. Mais en fait, l'artiste, il se donne un autobrief quand il veut faire... voilà, et si... Oui, mais... Exactement, ouais. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Il faut rebondir, il y a le collectif Obvious qui a fait un documentaire sur Canal+, qui est sorti en décembre. Le collectif Obvious, c'est le premier collectif qui a vendu une œuvre par IA en enchère à New York, chez Christie's. Et ils ont fait un documentaire où ils expliquent tout leur processus créatif. Et il est assez intéressant, c'est un reportage qui doit avoir 1h15. Je vous invite à le regarder, et c'est très parlant par rapport à la question que j'ai pu entendre. Et il y a aussi
aussi l'œuvre qui a gagné le concours de la photographie, comment il s'appelle, le Sony Awards Photographie. Je ne sais plus comment il s'appelle, concours. Et c'était gagné par un artiste qui a créé son œuvre entièrement à l'aide de l'IA. Et le but, il a refusé le prix à la fin, mais le but c'était aussi de s'interroger sur est-ce qu'on peut en effet qualifier d'œuvre quelque chose qui est généré par l'IA, et la réponse est oui, dès lors qu'on en revient toujours à mon histoire de choix créatif, mais dès lors qu'on peut démontrer l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Moi, je voulais te poser une question, Neila. C'est quand je vois les photos que tu as faites qui sont magnifiques, jusqu'à quel point tu dois être précise dans ta création? C'est-à-dire quand on voit la femme qui est sur le côté là-haut, là, avec le... C'est pas Rémi, hein, la femme, avec le casque, quel degré de... Enfin, le brief, il doit être précis comment? C'est-à-dire il faut que les fleurs soient séparées de temps et temps, ou alors c'est l'IA qui va créer le casque, qui va faire le... Alors là, tous ces projets-là sont des projets personnels, ce qui fait que ce n'est pas des briefs qui ont été donnés par des agences, mais c'est moi qui ai imaginé en fait tous ces visuels. Et alors généralement, la plupart du temps, quand ça va dans quelque chose, en tout cas d'assez surréaliste et onirique, disons, donc un peu comme quasiment tout ce qu'on voit à part les portraits et l'homme qui est au bord de la Méditerranée, généralement pour tous ces visuels, le prompt est quand même assez long. Après, moi, dans mon process, c'est que je commence doucement. Je commence par une ligne, puis deux, je rajoute quelques détails progressivement pour voir un peu comment l'image évolue. Mais ça fait vraiment partie de mon process personnel où, quand j'ai décidé de créer, en fait, par exemple, donc la dame avec les fleurs, en fait, le concept, c'était de représenter un peu des demoiselles d'honneur mariées au bord de la mer, donc le soir. Et en fait, je voulais faire quelque chose d'assez cinématographique un peu, mais avec un soupçon de surréalisme, donc avec des fleurs en fait comme si elles gravitaient autour de la tête. Et ça, en fait, le fait de définir les curseurs me permettent par la suite de construire mon prompt. Mais finalement, la construction de mon prompt, elle se fait progressivement quand même. Quand je commence à générer, quand je me mets vraiment face à l'ordi, sur Discord, et que je commence à générer des images, j'y vais step by step pour voir un peu ce que ça donne progressivement, quoi. Après, maintenant, en fait, étant donné que je me suis quand même un peu habituée et que ça fait 1 an que j'utilise l'IA tous les jours, aujourd'hui, selon les demandes, je sais directement vers où aller, étant donné que j'ai généré beaucoup d'images et que donc j'arrive à cerner un peu ce que, par exemple, me demandent les marques ou ce que moi j'ai envie de créer. Mais c'est vrai que la plupart du temps, plus c'est surréaliste et donc complexe, plus le prompt est assez détaillé. Par contre, il y a une chose qui est assez importante pour moi, c'est que moi, personnellement, il y en a qui décident de le faire, mais moi, je ne révèle jamais mes prompts. Parce que pour moi, en fait, révéler son prompt, c'est comme si je donnais en fait, le fichier source. C'est ça, exactement. Donc voilà, ça dépend des gens. Oui, on m'a déjà demandé de donner un prompt, et donc j'ai simplement dit que je ne révèle pas mes prompts. C'est mon petit jardin secret. Combien de tests? Je m'en rappelle plus trop, mais je sais que j'avais passé un bon bout de temps pour avoir ce résultat, parce que en fait, parfois, étant donné que la machine a quand même un pourcentage peut-être un peu d'hallucination, mais aussi d'aléatoire, en fait. Parfois, c'est comme si elle prenait à la légère certains termes, et donc finalement qu'elle comprend pas trop. J'ai passé quand même un peu de temps sur ce type d'image. Mais vraiment, si vous partez par exemple sur les images assez portraits, déjà aujourd'hui, parce que là c'est une ancienne version de Midjourney que j'avais utilisée, on sent que c'est de l'IA. Moi en tout cas je le sens, je le vois, les portraits des 2 femmes qui sont juste à côté. Et donc ça finalement c'est assez rapide. En 3-4 heures, j'ai terminé de faire tous les portraits, je suis contente et c'est réglé. Mais des visuels comme par exemple... l'espèce de, le concept store un peu coloré, ça me prend très longtemps pour avoir ce résultat-là. Donc ça dépend vraiment, en fait. C'est pour ça que c'est assez compliqué de mesurer le temps. Et donc, même quand les clients me demandent « mais est-ce que tu sais combien de temps ça va prendre ?» J'essaie de leur donner une estimation, mais je leur dis sincèrement « je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. »
Voilà. Je sais que c'est possible sur certains outils d'IA, en fait, de se créer son propre petit process pré-scripté, on va dire. Est-ce que ça t'arrive, du coup, pour certains types de clients, avec des demandes récurrentes, de te faire ta petite base et ensuite de venir retravailler dessus ou pas? Jamais. Non, non, je fais jamais ça. Vraiment, je repars toujours from scratch. Ouais. Et comme j'en parlais encore tout à l'heure avec Aurore, il y a aussi parfois des clients qui me demandent de mettre des photos en input, donc des photos d'inspiration. Alors ça, je refuse du moment que c'est pas une photo qui appartient à la marque et que la marque est d'accord. Mais généralement, moi, dans mon process, j'utilise jamais de photos parce que du moment qu'on utilise une photo, la qualité de l'image, elle n'est pas très folle. Il y a toujours un espèce de grain assez bizarre. Donc ça dépend vraiment, mais j'aime bien partir from scratch à chaque fois pour que tout se fasse bien, parce que finalement, je me dis que si j'utilise la même construction du prompt pour un projet puis pour un autre, en fait, on sentira qu'il y a peut-être beaucoup trop de similitudes et finalement, c'est pas quelque chose qui m'arrange. Voilà. Rémi, alors, sur la même question, toi, c'est peut-être différent sur le magazine. Est-ce que tu as des prompts tout faits pour réutiliser sur les prochains numéros, ou tu repars aussi de zéro? Alors, il y a une partie où je réutilise le process, c'est la partie horoscope. J'ai déjà fait un horoscope un peu factuel et j'aime bien la touche que j'ai réussi à apporter sur les premiers visuels. Et j'essaie de garder cette touche-là pour tous les horoscopes que je vais faire sur tous les numéros. Donc, il y a une tranche sur cette partie-là où j'utilise le même process après. Le reste, je repars de zéro. Peut-être en réemployant certains termes forcément pour le prompt, sur les visuels qui m'est bien marqué, etc. Mais en général, je pars de. Parce que de toute façon, je crois que c'est assez dur d'avoir plusieurs fois le même personnage. Il y a une BD qui a été faite, ça s'appelle Atis et la forêt des magies et la forêt magique, je crois. Je crois que j'écorche le titre, mais c'est une BD entière avec un personnage principal qu'ils font évoluer. Et à la fin, il y a toute une mention sur leur travail créatif et la difficulté à générer image par image le même rendu du même personnage, parce que l'IA, à chaque fois, avec un même prompt, peut donner 50 fois un bonhomme différent ou un résultat différent. On va prendre juste une dernière question, parce qu'il y en a qui doivent retourner loin. S'il y en a. Bon, il n'y a plus de questions. Ben, merci à vous. J'espère que... Merci Rémi. Salut Rémi. À bientôt en vrai.